Bonjour, bienvenue sur IFA News numéro 4, votre IFA News de rentrée. IFA News qui sera composé de deux thématiques aujourd'hui, puisque c'est deux thématiques extrêmement fortes. La première va concerner la réponse ministérielle Baquet, réponse ministérielle rendue à propos de contrats d'assurance vie souscrits dans des régimes de communauté légale. Et puis notre deuxième zoom, eh bien, il est extrêmement important puisque nous allons parler et essayer d'expliquer la nouvelle réglementation en matière de taux minimum garanti sur les contrats d'assurance vie. Alors, pour notre premier Zoom, on a le plaisir de retrouver Claire. Bonjour Claire. Bonjour Jean-Jacques. Alors, cette réponse ministérielle Baquet du 29 juin dernier a pris position sur le sort fiscal de la valeur de rachat d'un contrat non dénoué lorsqu'il y a dissolution de la communauté par décès d'un époux et que le contrat a été souscrit à l'aide de fonds communs. Avant d'étudier la portée de cette réponse, Claire, peux-tu nous rappeler les étapes importantes sur le sujet? Oui. La question de savoir quel est le sort tant civil que fiscal de la valeur de rachat d'un contrat souscrit avec des fonds communs lors de la dissolution de la communauté est d'importance et a déjà fait couler beaucoup d'encre. En effet, selon la position adoptée, les contrats feront ou non partie de la communauté à partager et en conséquence seront ou non soumis au droit de succession à hauteur de la moitié de la valeur de rachat. Il est donc important de rappeler le contexte et les différentes réponses assez controversées qui ont déjà été rendues. Alors sur le plan civil, on doit d'abord rappeler le célèbre arrêt Pralica de 92. Un époux marié sous le régime de la communauté avait souscrit un contrat d'assurance mixte avec des fonds communs. Une procédure de divorce avait été engagée alors que le contrat n'était pas arrivé à son terme et que le conjoint souscripteur avait perçu ultérieurement le capital en cas de vie. La Cour de cassation, constatant que les cotisations avaient été acquittées avec des fonds communs, en a conclu que la valeur de rachat du contrat au jour du divorce faisait partie de la communauté. Cette décision très commentée est apparue contraire à une autre décision de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation rendue avant, avec l'arrêt Pelletier, qui avait constaté l'inexistence d'une créance de la communauté sur la compagnie d'assurance. Certes, dans cette affaire, c'est l'attribution du capital décès qui était en cause, alors que dans l'affaire Pralica, c'était l'attribution du capital en cas de vie qui était concernée. Néanmoins, la question posée était la même, à savoir si, à l'occasion de la souscription d'une assurance mixte par un conjoint avec des fonds communs, la communauté possède une créance. La Cour de cassation a donc d'abord répondu non en 86 avec l'arrêt Pelletier, puis oui avec l'arrêt Pralica de 92. Alors, si cette solution Pralica a été vivement critiquée par certains auteurs, la dernière décision en ce sens de 2005 semble avoir mis un terme à ce débat. D'accord, donc même si elle est toujours débattue, eh bien, sur le plan civil, on a une réponse. La Cour de cassation a considéré que le contrat non dénoué au jour de la dissolution de la communauté était un bien commun. Voilà. Donc, qu'en est-il maintenant sur le plan fiscal, Claire ? Alors, sur le plan fiscal, l'administration a d'abord tiré les conséquences de l'application des règles du droit civil sur le régime fiscal applicable au contrat souscrit par un époux commun en biens en faveur de son conjoint qui vient à décéder en premier. En effet, pour la liquidation des droits de succession, l'administration fiscale réintégrait la moitié de la valeur de rachat du contrat à l'actif de la communauté dissoute par le prédécès du bénéficiaire en application de la jurisprudence Pralica. Cette solution pouvait apparaître choquante puisqu'il en ressortait que le régime fiscal applicable au contrat souscrit par un conjoint au profit de l'autre était en réalité déterminé par l'ordre des décès. Soit le souscripteur assuré décède en premier, dans ce cas, le contrat étant dénoué, les capitaux versés au conjoint bénéficiaire constituent un bien propre pour lui conformément à l'article L132-16 du Code des assurances et sont versés en exonération de droits de succession. À l'époque sous réserve de l'application de la fiscalité applicable en assurance vie. Soit le conjoint bénéficiaire décède en premier, et dans ce cas, le contrat n'est pas dénoué, la valeur de rachat intègre l'actif de la communauté et donc la succession du défunt à soumettre au droit de mutation. Conscient de ces difficultés, l'administration fiscale a ensuite souhaité instaurer une neutralité fiscale avec une série de lettres et de réponses ministérielles, dont la première date de 1999. Alors, comment se traduisait cette neutralité fiscale dont on a tant débattu ? En fait, l'administration a établi une tolérance doctrinale en rappelant la jurisprudence Pralica, mais en acceptant que la valeur de rachat du contrat ne soit pas intégrée par les héritiers dans l'actif successoral pour la liquidation des droits de succession. Les héritiers avaient donc le choix de considérer le contrat comme un bien propre du conjoint survivant ou de l'inclure dans l'actif de la communauté avec les conséquences fiscales qui en découlent, c'est-à-dire l'assujettissement de la moitié de la valeur de rachat aux droits de succession.
Donc, très bien, en retraçant un peu l'historique de ces débats, on voit bien qu'ils ne sont pas clos et qu'il se dégageait quand même des solutions. Alors, pourquoi cette nouvelle réponse ministérielle Baquet? Qu'est-ce qu'elle apporte? En fait, deux réponses ministérielles de début d'année ont pu laisser penser qu'on avait la possibilité de faire, d'une part, une déclaration civile en incluant le contrat non dénoué dans l'actif de la communauté pour établir le partage, et d'autre part, une liquidation fiscale excluant le contrat. Ces réponses pouvaient également laisser penser que la tolérance doctrinale ne concernait que le conjoint bénéficiaire. C'est donc à la suite de ces réponses ambiguës que la réponse ministérielle Baquet a été rendue. Prenant argument de la loi TEPA pour dire que la tolérance doctrinale est devenue sans objet compte tenu de l'exonération des droits de succession au profit du conjoint survivant, cette réponse Baquet indique que la valeur de rachat des contrats d'assurance vie souscrits avec des fonds communs fait partie de l'actif de la communauté soumis aux droits de succession. Cette réponse met donc un terme au principe de la neutralité fiscale et maintenant, dans tous les cas, la moitié de la valeur de rachat du contrat non dénoué est intégrée dans l'actif taxable. Pour le moment donc, du point de vue juridique comme du point de vue fiscal, eh bien, on peut dire que les choses sont à peu près claires. Au décès du conjoint non souscripteur, le contrat d'assurance vie non dénoué est un bien commun, peu importe qui est bénéficiaire. Il existe des solutions permettant d'éviter les conséquences fiscales de cette position, comme par exemple la co-souscription avec un dénouement au premier décès, ou un aménagement du régime matrimonial prévoyant par exemple l'attribution de la valeur de rachat du contrat au conjoint survivant, soit à travers une clause de préciput, soit à travers une clause d'attribution intégrale. Ces solutions, qui sont toutes techniques, doivent évidemment être étudiées au regard de l'ensemble des objectifs du client et de sa situation patrimoniale. Voilà, écoute, merci Claire pour toutes ces explications parfaitement claires. Et puis on se retrouve tout de suite pour notre deuxième Zoom. On se retrouve pour notre deuxième Zoom à propos des taux minimum garantis que peuvent proposer les compagnies d'assurance. Et pour cette thématique, on retrouve Pierre-Christian Imbert. Bonjour Pierre-Christian. Bonjour. Alors, la multiplication des offres promotionnelles de taux garantis par les assureurs vie a fait l'objet de débats. Il était notamment reproché à ces offres de mettre en avant un taux facial annuel, la garantie pouvant être accordée pour une période plus courte, d'accorder un taux élevé en comparaison des taux moyens servis par ailleurs. Également, cette réglementation précédente encadrant la délivrance des taux garantis a pu être jugée imprécise et a donné lieu à des différentes interprétations entre les autorités de tutelle et les compagnies d'assurance. Toutes ces raisons ont conduit à l'élaboration d'un nouveau texte régissant la garantie d'un taux minimum. Texte plus précis, mais également assez complexe. Comment s'articulent donc ces nouvelles dispositions, Pierre-Christian ? Alors, les deux arrêtés parus en juillet et applicables depuis le 1er août précisent principalement trois aspects. Premier aspect, le texte réglemente l'enveloppe maximum qu'un assureur peut affecter à des taux garantis, c'est-à-dire la part de richesse générée par son actif général qu'il va pouvoir consommer en servant des taux garantis. Deuxième aspect, la durée sur laquelle le taux est garanti est désormais précisément encadrée. Enfin, troisième aspect, c'est le point le plus complexe, le niveau maximum du taux garanti est déterminé par référence à plusieurs bornes. Alors, tout d'abord, donc, comment est désormais calculée l'enveloppe globale des produits financiers dont dispose l'assureur pour accorder un TMG? En résumé, pour un exercice donné, le montant total de participation aux bénéfices disponibles pour accorder un TMG devra être inférieur à un plafond qui se calcule en faisant la différence entre, d'une part, 80% du produit de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise rapportés à l'encours des contrats concernés, et d'autre part, second terme de la différence, la somme des intérêts techniques attribués à ces mêmes contrats lors d'exercices précédents. L'idée est ici d'être prudent dans le calcul de l'enveloppe et notamment de tenir compte des garanties déjà accordées. Prenons l'exemple simplifié d'une entreprise commercialisant un seul type de contrat dont l'encours global s'élève à 1 milliard d'euros. La moyenne de rendement de son actif lors des deux derniers exercices a été de 4,20%, ce qui a donc généré 42 millions d'euros de produits financiers. Si cette entreprise a accordé un taux technique de 2% pour ses contrats, cela représente 20 millions d'euros. L'enveloppe disponible pour accorder un TMG s'élève donc à 13,6 millions d'euros, soit 80% de 42 millions d'euros moins 20 millions d'euros. Alors, une fois que l'assureur a pu définir son enveloppe, le montant dont il dispose pour accorder un TMG, il doit respecter des contraintes de durée, n'est-ce pas, Pierre-Christian? Absolument. Les taux garantis sont exprimés sur une base annuelle et fixés sur une durée continue, au moins égale à 6 mois et au plus égale à la période séparant la date d'effet de la garantie de la fin de l'exercice suivant.
Reprenons un exemple. Si une campagne commerciale est prévue entre le 1er janvier 2011 et le 1er mars 2011, avec un TMG supposé réglementaire de 3,30%, chaque versement effectué pendant cette période devra bénéficier du TMG pendant 6 mois au moins et jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard. Si le TMG est accordé pour 6 mois, un client effectuant un versement le 2 janvier bénéficiera pro rata temporis d'un taux de 3,30% jusqu'au 2 juillet 2011. Si ce même client effectue son versement le 1er mars, il bénéficiera pro rata temporis du taux de rendement garanti jusqu'au 1er septembre 2011. Et si le TMG est accordé pour le